Ah, ils ont ressorti mon passage sur CNews. En islam, quand tu pètes, tu te laves les pieds. Évidemment, c'était dans le cadre d'un exemple qui était quelles sont les absurdités et les atrocités dans l'islam. Et du coup, je donnais des absurdités vraiment absurdes. Et d'ailleurs, c'est le truc qui a tellement énervé les musulmans, tellement énervé. C'est le truc sur lequel on m'a repris. Ça a tellement énervé que même Ben le patriote, là, Ben le menteur, m'a traité de nazi à cause de cette phrase. Juste cette phrase. Et ils sont tous énervés. Parce que, en fait, contrairement à Aïcha, contrairement à la peine de l'apostat, bah, ils se rendent compte qu'au quotidien, ils font un truc pitoyable. Quand ils pètent, ils se lavent effectivement les pieds, les musulmans. Il n'y en a aucun qui m'a contredit. Hein. Parce que c'est vrai, c'est ça que tu fais. Et du coup, ça les énerve et ils l'ont ressorti là récemment. Et du coup, il y a un mec qui a dit ils débattent sur l'hygiène des musulmans avec du caca séché sur leurs culottes. Et il y a eu 9 000 likes et 350 000 vues. Et du coup, je dois le répéter encore une fois. L'hygiène islamique est une illusion d'hygiène. Une illusion d'hygiène. C'est grave, c'est dangereux. Parce que tu as l'impression d'être propre alors que tu n'es pas propre. Notamment dans le monde musulman pauvre, d'où je viens, quand tu fais caca, tu te torches avec ta main. Parce que c'est pour ça qu'il dit vous avez du caca séché sur la culotte, parce que vous utilisez des lingettes ou du PQ. Moi, je suis d'accord pour dire que l'eau, c'est plus efficace que le PQ pour se laver le cul. Je suis d'accord. Moi-même, j'ai grandi les 25 premières années de ma vie avec de l'eau. Et alors, je ne vais pas changer du jour au lendemain comme ça. Le problème, c'est que tu utilises ta main. Et que dans l'islam, tu te laves avec ta main gauche parce que tu gardes la main droite pour bouffer, pour dire bonjour aux gens. Mais une fois que tu t'es lavé avec ta main gauche, tu vas faire quoi? Bah, t'es plus en état de propreté, de pureté rituelle. Du coup, tu vas d'abord, comme tu as de la merde sur la main, tu vas laver ta main. Comment tu laves ta main? Tu la laves avec ta main droite. Comme tu laves avec ta main droite avec de l'eau, bah la merde, les morceaux de merde, ils tombent de ta main. Tu vois plus la merde, tu penses que t'es propre. Déjà, le problème, c'est qu'en général, on a un petit pot. Donc, quand tu laves dans le petit pot avec la merde, bah la merde remonte tombe dans l'eau. Et si elle retombe pas dans l'eau, bah tu la mets à côté, mais tu vois plus, mais il y a encore des bactéries. Bah oui, parce que ta main gauche, tu la laves avec ta main droite. Tu vas pas laver ta main gauche comme ça. Personne fait ça dans la vie. Il faut bien que tu la frottes. Et une fois que tu l'as frottée, tu as l'illusion que tu es propre alors que tu pas propre. Et comme tu n'es plus en état de pureté rituelle, tu vas immédiatement, vu que tu as un peu d'eau et que c'est le désert et que tu pas, refaire tes ablutions. Donc le musulman, vous comprenez ce qui se passe, le musulman ou la musulmane, il se torche avec sa main, il enlève de sa main et après il fait ses ablutions qui consistent en quoi? En laver ses mains 3 fois comme ça. Et puis, Ah non, et je suis désolé, vous allez vomir, j'ai compris, c'est horrible. prendre de l'eau et la mettre où? Bah dans votre bouche. Vous mettez l'eau dans la bouche, Dans vous le rincez comme ça, c'est la tradition islamique, et vous crachez. Et vous faites ça 3 fois. Et une fois que vous avez fait ça 3 fois, vous prenez de l'eau dans votre main et vous la mettez dans votre nez. Vous inspirez, il faut que l'eau remonte jusqu'au sinus, ce qui est absolument mauvais pour la santé, et vous expirez. Et je suis désolé les gars, je sais que vous vous dites je suis en train de prendre les musulmans pour des cons, je suis en train de les dénigrer. Non, c'est un problème d'hygiène et de santé publique. Juste après avoir chié, tu mets immédiatement de l'eau de merde dans ta bouche et dans ton nez. C'est grave, c'est ultra grave. Et après, tu fais les cheveux, les oreilles et le visage. C'est ultra grave en termes de santé publique. Et tant que vous êtes sous l'illusion que c'est propre, parce que c'est ça que, quand ils débattent sur l'hygiène des musulmans, les musulmans sont persuadés, premier degré, hein, qu'ils sont ultra propres parce qu'ils font leurs ablutions minimum 5 fois par jour. Ce n'est pas de la propreté, au contraire, c'est sale. Comme vous êtes persuadé d'être propre, vous ne faites pas d'efforts pour être plus propre. Il n'y a, pas d'histoire. Il n'y a pas d'histoire de savon ou même de cendres, de charbon de bois, de choses qui purifient un peu quand. Non, parce que le prophète Mohammed a dit l'eau est pure et purifiante. Et du coup, on se base sur ce hadith pour créer l'illusion, ça crée l'illusion que l'eau, ça suffit. Le savon, c'est un extra. Tu vois ce que je veux dire? L'eau est pure et purifiante, c'est terminé. Dans des pays où il fait 40 degrés à l'ombre, ton eau, elle est à 30 degrés minimum, 37 degrés. En gros, les bactéries, elles se trimballent là-dedans, elles sont heureuses, quoi. Oui, et c'est pour ça que tu as des épidémies de choléra. Et quand quelqu'un il est infecté par le choléra, il n'a pas besoin. Le fait que tu partages les toilettes avec cette personne, parce que les particules, les bactéries vont se mettre partout, eh ben, tu vas infecter tous les gens qui partagent tes toilettes.
sans les toucher physiquement. Et donc, ça prolifère. Et en plus, bah, tu vois bien le truc, c'est que quand tu vas à la cuisine, bah, tu as encore les particules de merde sur la main. Quand tu cuisines, évidemment, tu coupes de la main droite, mais ta courgette, tu la tiens bien de la main gauche. Tu vois ce que je veux dire? Tu fais tout à deux mains, au final. Et tant que tu crées l'illusion que l'eau est pure et purifiante, c'est-à-dire tant que tu ne remets pas en cause la parole du prophète Mohammed, eh ben, tu maintiens les gens dans un manque d'hygiène. Et c'est ça qui est grave, c'est cette fierté d'être sale et de ne pas chercher à s'améliorer. Et c'est ça que je dénonce. Mais bon. Il aurait suffi de dire que tu te laves le derche avec de l'eau bouillante. Et là, ça marche bien. Ou avec de l'eau de Javel. Aussi. Comme ça, tu tues les bactéries. Professeur Raoult valide. Non mais imagine Babal, imagine. Les historiens plus tard qui font l'histoire et qui disent l'islam s'est effondré, subhanallah, parce qu'en 2025, le MILF a déclaré à la télévision, et là le gars il va expliquer ce que c'était que la télévision dans notre époque, puisqu'ils connaîtront plus ça, que en fait, bah voilà, quand tu pètes, tu refais tes ablutions et que ce n'est pas hygiénique. C'est le point de départ le plus exact qu'on ait trouvé en remontant aussi loin dans l'histoire pour le déclin de l'islam. Je souhaite que ce soit ça, mon frère. The fachoprout, comme ils l'appellent les anglo-saxons. Comme ils disent dans l'Union germano-saxonne. The FF, The Fachofart. Ouais, The Fachofart, c'est ça. Très rapidement nommé The Fart Right, Ali Babal a lancé le déclin d'une secte à 2 milliards d'abonnés. 10 ans après le Bataclan, l'influence salaf est plus forte que jamais. Petite illustration récente. L'imam de la mosquée des Bleuets qui confirme lui-même que les ouvrages salafistes comme le Jardin des Vertueux d'An-Nawawi sont présents dans toutes les librairies. Ibn Taymiyyah, le sabre pour les blasphémateurs, et les hadiths les plus violents sont étudiés et enseignés par des milliers d'imams. C'est eux la source des salafs. Ils répliquent et pratiquent l'islam du temps de la conquête et de l'absolutisme. On va lire donc Ismaël. Nouveau projet de fermeture de la mosquée des Bleuets. Le préfet des Bouches-du-Rhône avait déjà tenté en 2024 de fermer la mosquée avec un arrêté rempli d'accusations mensongères et de projets d'intention. Aujourd'hui, il revient avec un nouveau projet de fermeture qui est un copier-coller du précédent. La seule nouveauté, ma condamnation pour apologie du terrorisme. Alors que je n'ai fait que retweeter des propos qui ne sont pas les miens et que la demande de m'interdire d'imama n'a pas été suivie par le tribunal correctionnel. On me reproche encore d'avoir étudié et partagé des ouvrages classiques de l'islam, les 40 hadiths de Nawawi, le Jardin des Vertueux, pourtant vendus dans toutes les librairies. Oui, les 40 hadiths de Nawawi appellent au meurtre de l'apostat. Je comprends même pas pourquoi c'est vendu dans toutes les librairies. Je comprends pas. Sous couvert de liberté religieuse, on appelle à la décapsulation de celui qui quitte l'islam. Le problème, c'est pas Ismaïl, c'est toutes les librairies islamiques et toutes les librairies. Même à la FNAC, tu peux le trouver. D'avoir cité Ibn Taymiyyah. Je vous rappelle qu'Ibn Taymiyyah, sociopathe al-Islam, a le titre de Cheikh al-Islam. C'est-à-dire que c'est une montagne, une autorité dans l'islam sunnite. On a même 2 instituts Ibn Taymiyyah en France. Il est vénéré comme un dieu. La mosquée de Paris le considère comme un éminent scientifique. Tarek Ramadan le considère comme un grand philosophe. On en a des dizaines. Tout le monde le respecte comme un demi-dieu. Ibn Taymiyyah, c'est un détraqué mental qui appelle au meurtre une phrase sur 2. Nawawi, Bukhari, Muslim, comme le font des milliers d'imams et d'étudiants. Oui, ça fait partie du problème. D'avoir dénoncé l'islamophobie et les injustices subies par les musulmans, devenu en soi un signe de radicalité. Peut-être c'est pas vraiment ça qu'on te reproche, mais j'imagine que tu as reformulé. Ce n'est pas une décision de droit, et Dieu sait que Allah est attaché au droit, mais une décision politique. Et Dieu sait que Mohammed ne prend jamais de décision politique. Ce n'est pas une mesure de sécurité, mais un abus de pouvoir. Et Dieu sait que personne dans l'islam sunnite n'abuse de son pouvoir. Ce n'est pas une protection de la République, un ciblage idéologique contre l'islam, c'est-à-dire une protection de la République. On transforme des références religieuses universelles en preuve de radicalisation. Oui, parce que ce que tu appelles une référence religieuse universelle est un appel au meurtre. On instrumentalise un simple retweet pour fermer une mosquée. T'as retweeté quoi, couillon? Si ce n'est de l'apologie du terrorisme, t'as retweeté quoi?
et on criminalise la critique d'Israël et la solidarité avec la Palestine, parce que comme ça, on peut un peu grailler, tu vois, sur le dos des Juifs. C'est toujours ça de prix. Que nous dit le directeur de Charlie Hebdo? Vos lecteurs découvrent en ce mercredi la une de Charlie à la veille des commémorations du 13 novembre du Charlie pur et dur, 10 mois après celle des attentats de Charlie et de l'Hypercacher. Cette commémoration, il y a tous les ingrédients sur cette une de Charlie, les révérences, la provocation. Je crois qu'on peut la décrire sans offenser la pudeur. Je sais pas si on peut la décrire. Voilà, je laisse à chacun le soin de la découvrir. Un homme barbu qui est nu, Voilà, d'une position sexuelle sans équivoque. Galmo, Salah Abdeslam, il est nommé. C'est quoi? C'est un manifeste de plus en faveur du blasphème? Oh, on pense même pas à ça quand on dessine, on n'est pas obsédé par ça quand on dessine à Charlie Hebdo. Non, mais c'est aussi... Oui, c'est ça. Ça s'appelait les Starlight Tours. Le scandale au Canada. Ouais, les Starlight Tours. Peut-être je regarderai après, en fin de live. Je pense que ce qui nous préoccupe à Charlie, c'est le fait que on a du mal aussi à mettre des mots sur tous ces événements et à donner des explications. C'est l'islamisme, en fait, et on ne sait pas très bien comment parler 10 ans après. C'est toujours un peu délicat parce que ça touche à la religion, ça touche à l'intégrisme, et c'est toujours aussi difficile d'en parler, quoi. Et je crois que c'est ça la difficulté. 10 ans après, on peut parler effectivement des attentats sur le plan sécuritaire, policier, etc. Et justement, dans ce numéro-là, on a interviewé aussi des réalisateurs qui ont fait des films sur le 13 novembre. Comment parler? Et c'est une question aussi. C'est intéressant d'ailleurs ce que je lisais à l'article. Ouais. On ne sait pas faire aujourd'hui un film sur Charlie Hebdo, par exemple, sur les causes en tout cas. Alors oui, puis même pour le 13 novembre, mais qu'est-ce qui est à l'origine de ça? Quelles sont les motivations idéologiques des gens? C'est très très délicat parce que c'est encore incandescent. Ça, c'est toujours présent, ça touche à l'intégrisme religieux et je crois qu'on tourne toujours. Je pense là, c'est une erreur. C'est parce que c'est incandescent qu'il faut le faire au plus vite. Et si vous connaissez pas les causes, moi, je peux vous aider à scénariser ça pour un prix tout à fait honnête. Alors, je peux vous expliquer la mentalité du mec, comment il tombe sur le livre, comment il lit le livre, comment il s'imprègne du livre, comment l'imam lui dit des choses qu'il interprète lui-même différemment, comment il voit des choses sur Internet qu'il interprète à sa sauce, sur TikTok, sur YouTube, comment il fantasme le paradis d'Allah, comment il fantasme son monde idéal dans lequel il est un héros. Tout ce processus, je le connais. On est des milliers, des millions de musulmans à connaître, c'est juste qu'on n'en parle pas. Et comme les musulmans eux-mêmes ne documentent pas ce processus, eh ben on est face à des gens comme ce monsieur qui ne connaît pas ce processus, mais qui veut le documenter. Et c'est là où on a une... Parce qu'en tant que musulman, tu te dis, putain, mais c'est une trahison si je fais ça. Et en plus, tu es nécessairement amené à critiquer l'islam et les enseignements du prophète Mohammed si tu fais ça. Du coup, tous les musulmans sont murés dans le silence. Et les ex-musulmans, comme moi, ils ont tellement souffert, ils sont tellement heureux d'avoir arraché leur paix, leur pseudo-paix, parce qu'ils sont jamais en paix avec leur famille, avec leurs anciens amis, avec leur ancienne communauté. Parfois, ils vivent encore au même endroit, et tout le monde les connaît. Et ils ont une paix tellement instable qu'ils n'osent pas aller plus loin. Et c'est pour ça qu'on n'a pas d'art à ce sujet, on n'a pas de film à ce sujet, on n'a pas de livre à ce sujet. Parce qu'aujourd'hui encore, c'est un sacrifice, en tant qu'apostat, d'exister en tant qu'apostat, et de transmettre la connaissance sur les erreurs et les souffrances qu'on a vécues. Tourne toujours autour du pot depuis 10 ans. Voilà. Pardon, mais je reviens quand même sur ce dessin parce que c'est trash, on peut le dire. Oui, on est loin, très loin de la une qu'il y avait une semaine après l'attentat de Charlie. Tout est pardonné. Oui, bah on évolue. Puis je crois aussi que 10 ans après, il faut aussi, faut être un peu, faut être cash, quoi. Faut pas non plus tourner autour du pot, quoi. Vous êtes dans votre édito, les lecteurs le liront. Très pessimiste sur l'évolution du pays. Très pessimiste. En fait, moi, j'avoue que c'est un peu le ton général aujourd'hui. Tout le monde est pessimiste, tout va mal, la France part en quenouille. Bon, moi, j'essaye. C'est pas d'être pessimiste, c'est d'être lucide sur certains points. C'est vrai que sur la question de la présence de l'islamisme dans la société, c'est loin d'être réglé. C'est toujours un problème. Il y a toujours des gens qui sont dans une offensive idéologique sur ce plan-là. Il faut être lucide. C'est pas uniquement sous la forme du terrorisme que ça s'exprime. Mais vous dites, c'est comme la lutte contre l'islamisme, c'est comme contre le réchauffement climatique. Oui. On nous incite à l'accepter en nous y habituant. Oui, c'est vraiment. On s'en rend pas compte, mais la solution un peu de facilité, c'est de s'y faire. Voilà, c'est comme ça, c'est dans notre environnement, il faut l'accepter. Ça nous adapter au réchauffement climatique, ça nous adapter à l'intégrisme religieux. Mais voilà. On nous incite à l'accepter, c'est qui sont? C'est général, c'est dans le monde culturel, politique. Il y a toujours une espèce de. On parlait tout à l'heure de la manière avec laquelle on parle des attentats dans le monde culturel, dans les productions. On évite toujours le problème idéologique. Donc on tourne toujours autour du pot, quoi. Voilà. Ce dessin, je le disais, il est trash. On peut le dire que certains vont se sentir offensés, forcément. Ah bah non, mais il faut pas dire ça. Il faut pas qu'ils se sentent offensés. Non, je vois pas qui pourrait être offensé à part les terroristes. Ceux-là, on peut les offenser. Il y a pas de problème. Je vous pose la question parce qu'on entend ce matin sur France Info des paroles de Français musulmans pratiquants 10 ans après. Voici par exemple ce qu'ils nous disent. À la suite des attentats en 2015, il a fallu qu'on explique qu'on est contre ce type d'horreur, qu'on explique qu'on ne cautionne absolument pas ce genre de choses. On est tous concernés par les actes terroristes, mais pas responsables. Extrait d'un reportage qu'on entendra tout à l'heure à 8h15. Rhys. Oui, c'est normal. Parce que c'est au nom de ton idéologie qu'on tue. Donc les gens ne comprennent pas. Tu as la même idéologie qu'eux,
Mais eux, ils tuent et toi, tu tues pas? Donc, qu'est-ce qui se passe? Ça n'a aucun sens, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens. Donc, les gens, ils bug. Et la réalité, c'est que oui, tu as la même idéologie, mais que toi, tu l'appliques pas. Parce que tu es meilleur, parce que tu es plus gentil, parce que tu es moins endoctriné, parce que tu as le cerveau moins lavé. Mais ça fait bugger les gens. Et c'est ça que les musulmans n'arrivent pas à comprendre, ou ne veulent pas comprendre, ou ne sont pas aidés à comprendre. Voilà, l'amalgame, le fait d'être assimilé à un extrémiste, un terroriste quand on est musulman, ça aussi, c'est les conséquences des attentats. C'est une conséquence, mais je crois qu'aujourd'hui, 10 ans après, on est lucide, on sait très bien que la pratique d'une religion, d'abord, c'est un droit fondamental, hein, c'est les gens ont le droit d'avoir une religion, de le pratiquer, il ne s'agit pas de remettre ça en cause. Mais après, il faut aussi être lucide, il y a aussi des dérives intégristes et intolérantes, et c'est ça le problème. Et c'est ça qu'il faut bien identifier, il faut bien décanter entre le droit d'avoir une religion, ça personne ne le remet en cause, et après la manifestation de cette religion qui devient intolérante pour les autres. C'est ça la ligne rouge. Merci à lui, j'ai dit tout ce que j'allais dire. Mohamed Arkoun. Nos démocraties laïques, dès qu'elles entendent l'argument du religieux, abaissent leurs exigences critiques. La croyance devient un refuge moral qui désarme la raison publique. Ça, c'est bien vrai. Le voile n'a jamais été une obligation canonique. Oh putain, ça me gonfle ça. Comme la prière et la zakat. Et voici qu'on l'élève par... Ça, je déteste ce discours parce qu'il sous-entend que l'islam est parfait tel quel et que des êtres humains l'ont modifié pour en faire un truc parasitique. Et c'est aussi ce qu'elle a fait, la femme au-dessus. L'islam est pourri dans son essence jusqu'à la moelle. Voile ou pas voile. À un moment, si vous n'arrivez pas à l'admettre, vous avancerez jamais. La décision de mouvement qui mobilise des imaginaires, on lui donne le statut d'une obligation canonique. Pour parler foi, car dès que je dis la foi, les démocrates s'aplatissent. Ils n'ont rien à dire. Mais il y a tout de même tout ce que je dis là. C'est-à-dire, il faut le dire. C'est un Syrien ou pas, Mohamed Arkoun? Il parle comme un Syrien. Je veux dire. Car il faut prendre position au sujet de ce que disent les théologies. Pour ne pas faire n'importe quoi avec la référence théologique. Mais la référence théologique, c'est déjà n'importe quoi. Comme la démocratie proclame sa neutralité vis-à-vis de la religion, elle dit « Ah, c'est la foi. Oh, pardonnez-moi, je respecte absolument votre foi et c'est terminé. On n'examine plus rien. » Mais c'est terrible, ça. Ouais, je suis à moitié d'accord. Dire qu'il aurait suffi aux organisateurs de Minimis de dire que c'était une de leurs pratiques religieuses pour ne pas se voir interdire les concours aux moins de 13 ans. À quoi ça tient quand même, hein? Voilà. Donc pour info, les concours de Minimis, donc les Miss France de moins de 13 ans, ont été vus comme des concours de pédocriminalité et ont été interdits. Alors que si on avait dit que c'était une pratique religieuse, la Minimis, bah, ça n'aurait pas été interdit. On aurait même fait des concours de Minimis à l'Assemblée. Et c'est ça, le voile c'est pareil, c'est une sexualisation des enfants, dans le même cadre de la Minimis. Bravo la baronne, abonnez-vous à sa chaîne. Elle a fait une vidéo sur la voile, on la vidéoscopera une autre fois. Un exemple de frérisme académique et d'islamisation du savoir. Donc je vous rappelle, l'islamisation du savoir, c'est le fait de rajouter la charia dans la connaissance pour faire genre, oui, cette connaissance est beaucoup plus pertinente, beaucoup plus sympa, beaucoup plus sous l'angle de la charia. Et d'islamisation du savoir. Je résume. Le texte défend l'idée que la méthode historico-critique, qui analyse les textes religieux dans leur contexte et suspend tout jugement sur le surnaturel, n'est pas neutre, mais enraciné dans une vision du monde occidental, séculière, matérialiste et naturaliste. C'est-à-dire que la neutralité reviendrait, si on inverse, à avoir un jugement positif sur le surnaturel. Selon lui, cette méthode repose sur des présupposés implicites. La causalité matérielle, l'impossibilité de statuer sur les miracles, la priorité du contexte socio-historique sur l'affirmation religieuse. En conséquence, elle serait incapable de reconnaître la possibilité même d'une révélation ou d'un prophète véridique. Il affirme alors que la MHC doit être corrigée ou subordonnée à la métaphysique islamique, qu'il centre sur Avicenne et Guénon, c'est-à-dire replacée dans un cadre où l'orthodoxie religieuse constitue la grille d'interprétation des textes et où la philosophie religieuse juge de la validité des méthodes académiques. Ce raisonnement révèle un biais clair, il confond neutralité méthodologique et rejet du religieux. Elle suppose que toute approche scientifique qui ne valide pas d'emblée la révélation est anti-traditionnelle. Ce n'est pas une critique interne de la MHC,
mais une critique fondée sur l'exigence que l'analyse parte de la croyance. Et vous comprenez tout à fait le problème. On parle du principe que Allah existe et que Mohammed est son prophète. On fait une analyse, et à votre avis, on va arriver à quelle conclusion? Que Allah existe et que Mohammed est son prophète. Donc la position de l'islamisation de la connaissance revient à renverser la logique de la recherche. Ce n'est plus à l'enquête de déterminer ce qui est historiquement plausible, mais à la tradition théologique de déterminer ce qui est méthodologiquement possible. Et en fait, vous comprenez l'aliénation, c'est que tout ce qui valide le récit islamique est méthodologiquement correct, vu que le récit islamique est vrai. Il propose donc une épistémologie internaliste où l'histoire, la philologie, la critique textuelle et même les sciences humaines doivent être subordonnées à la vérité religieuse préétablie, ce qui est exactement l'intégrité actuelle que l'on retrouve par exemple en Arabie Saoudite. Ce type de discours s'inscrit dans une famille d'idées bien connues, celle de l'islamisation du savoir, développée par des penseurs fréristes. Les points communs sont évidents. Suspicion envers les sciences humaines occidentales, dénonciation du séculier comme biais colonial, affirmation que les méthodes modernes sont insuffisantes ou corrompues, exigence d'un savoir produit depuis la tradition islamique et non depuis une position neutre, appel à réaffirmer l'autorité des savants religieux comme garant de la vérité. Ça, c'est ultra important. Comme dans le frérisme actuel, la critique n'est pas simplement épistémologique, elle a une implication politique et civilisationnelle. Si la tradition doit juger les méthodes, alors elle doit aussi juger les normes sociales, juridiques et intellectuelles, ce qui revient à rejeter la séparation moderne entre religion, politique et savoir. Au fond, son texte plaide pour un retour à un cadre où l'islam n'est pas un objet d'étude, mais la matrice qui détermine ce qu'il est légitime d'étudier, comment et avec quelles conclusions possibles. Je ne vais pas vous lire l'article parce qu'il est à chier, mais l'analyse est pertinente. Tu peux répéter juste rejeter la séparation de quoi? Rejeter la séparation moderne entre religion, politique et savoir. Et l'État. Et bientôt, Inch'Allah, l'État aussi. Tu vois, c'est-à-dire les lois, la jurisprudence. Inch'Allah, ça sera ça aussi. Ouais, une fois que tu as brisé des socles intellectuels, tu peux tout faire. Hein. Une fois que l'école ne fait plus son travail, la génération d'après est déjà gangrénée et tu peux changer la société tout entière. Petite blague pour détendre un peu. Garde tes croyances à toi-même. Ok, toi aussi. C'est exactement ce qu'on reproche à chaque fois. Tu sais, quand je parle de la peine de l'apostat, on te dit non, mais quand tu es chez nous, garde tes croyances pour toi. Et du coup, quand on exige la même chose du musulman, il se fâche. Quoi, ma liberté, machin. En réalité, tu n'as pas à exiger de lui. Il y a une liberté religieuse. Et du coup, tu n'as pas à exiger de l'apostat de se taire dans un pays islamique. Mais vous comprenez, le deux poids, deux mesures, c'est que comme nous, on est dans la vérité, on sait qu'Allah existe et que Mohammed est son envoyé, on a tous les droits que toi, tu ne devrais pas avoir.